Salam salam, bienvenue dans Wake Up Champ, le podcast qui t'inspire et t'aide à embrasser un métier qui t'éloignera du chômage. Nouvel épisode dans lequel nous allons recevoir un monsieur. J'aurais pu recevoir pour l'épisode introductif parce que de base, il est spécialiste en ressources humaines, mais déviation, réadaptation, envie de faire d'autres choses. Aujourd'hui, il évolue dans un domaine totalement à l'opposé de ce qu'il a fait comme étude. J'imagine, je le pense, il nous le dira. Il s'épanouit très bien et c'est justement le but pour moi ou l'objectif pour moi de le recevoir dans cet épisode pour qu'il partage avec toi ce qui l'a poussé à faire cette reconversion, cette réorientation et à se lancer dans un autre domaine où, comme je le disais, il trouve son épanouissement. Alors, sans plus trop discourir, bonjour Gildas. Bonjour Roland. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va aussi, merci. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici. Comme je le disais, ton parcours force l'admiration et ça mérite que plus de personnes le sachent et y trouvent peut-être des éléments d'inspiration, des éléments d'information. Je suis honoré déjà de l'invitation et je serais ravi donc de partager mon parcours, mon expérience qui m'a poussé à faire ceci et pas cela. Et je serais ravi donc que tout cela donc, puisse aider des gens qui vont écouter, qui vont suivre cette vidéo et vont en tirer des leçons. Parfait. D'entrée, je serais heureux de te laisser te présenter. Je suis Gildas Satachi, je suis actuellement directeur marketing et communication donc dans une entreprise de la place, une entreprise qui vend des motos électriques. J'ai fait une formation de base en ressources humaines, j'ai un master en ressources humaines. Je suis maintenant dans le domaine de la com et du marketing, donc techniquement depuis 2016, année d'obtention donc de mon master en gestion des ressources humaines. Comme j'aime bien le demander à ceux qui viennent s'asseoir dans ce fauteuil, à la base, tu voulais faire quoi? Tu rêvais de faire quel métier? Je veux dire que à différentes étapes de ma vie, beaucoup plus jeune, j'avais différents rêves. Oui. De base, ne prenez pas en compte le ventre. Là. De base, je voulais devenir footballeur. Ouais. Simplement. Je regardais les grands jouer à la télé. Je voulais devenir simplement footballeur, jouer avec le ballon, dribbler des gens, marquer des buts, etc. etc. Oui. Et très vite, je suis quelqu'un, je me réveille très vite. Quand je constate qu'il y a ceci qui ne peut pas marcher, je me fais très vite à l'idée et je me focalise sur autre chose. Donc, très vite, je l'ai remarqué que je ne pouvais pas aller au... Qu'est-ce qui t'a fait remarquer ça? Plus jeune, j'ai vu, il y avait Sifas. Oui, à Diavant. Voilà, donc qui lançait des tests d'entrée. Voilà, je suis allé. J'ai pas participé au test, c'était mon frère qui avait participé au test. Mais quand j'ai vu les jeunes sur le terrain, et des gens talentueux qui jouaient, mais au final, j'ai vu ceux qu'on a sélectionnés, je me suis dit, écoute, mon frère, il était plus talentueux que moi dans le temps, il n'a pas été sélectionné, c'était pas forcément le talent qui passait. Okay. Moi, je peux pas vous dire, je peux pas deviner, je peux pas spéculer sur les raisons. Donc, après, il n'y avait pas 10 000 centres de foot ici, donc on regardait le foot qu'à la télé. On pouvait jouer au foot au quartier. Mais voilà, très vite, j'ai su que, il fallait que je laisse le foot de côté. Il fallait que je me concentre sur des choses que je pouvais atteindre. Et dans les choses que je pouvais atteindre, quand j'ai eu mon bac, il y avait je voulais faire l'ENAM. Donc, être spécialiste donc, des relations internationales. Seulement que ça, c'est ma faute. Entièrement ma faute parce que j'ai eu le bac. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour me reposer, pour blablabla. Donc le jour où j'ai décidé de déposer les dossiers et tout, voilà, c'était trop tard. C'était trop tard. Je ne pouvais pas rester à la maison pendant 1 an. Donc j'ai commencé les ressources humaines. Les ressources humaines à UPIP. Donc a priori même c'est un accident de circulation si tu te retrouves en ressources humaines. C'est quand les relations internationales, vers septembre, octobre, je savais que c'était mort, que je me suis tourné vers les ressources humaines. C'est vrai que pendant les 3 années-là de ressources humaines, je rêvais de participer à un concours militaire. Ah.
pour devenir militaire. Il y avait aussi le rêve de militaire. Ouais. Tu vois, quand on découvre les choses ici. Dans l'absolu, je sais que si ma femme, elle tombe sur cette vidéo, elle va crier. Mais même aujourd'hui, si on m'offre la possibilité de repartir dans la... Pourquoi? Je sais pas. Je me dis que il y a une phrase qui m'a toujours dicté toutes mes actions. Tant qu'on respire, on devrait défendre. C'est vrai, je peux défendre en trouvant un emploi à quelqu'un, je peux défendre en défendant un projet bien pour le pays, etc. Oui. Mais je pense que être militaire... Tu veux défendre au sens littéral. Voilà. Donc, si j'ai la possibilité aujourd'hui, je pense qu'au moins j'irai faire le service militaire. Je ne l'ai jamais fait. Je veux bien le faire. Ah, ça c'est fort. Ça, c'est fort. Patriotisme, voilà. Puissance 1000. Ah ouais. Alors, mais tu fais les ressources humaines, tu avais 5 ans, c'est ça, hein? Ouais, 5 ans. 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, tu t'es dit, voilà, c'est ce que j'ai choisi, je me concentre dessus. Comment ça s'est passé? Oui, bon, après la licence, je vais dire, il y a... J'espère vraiment que les gens vont regarder et vont pouvoir capitaliser sur ça. Parce que quand j'ai fait la licence, j'ai fait le master aussitôt. Okay. Le master, c'était en cours du soir. Mais en journée, je ne faisais rien. Je pense que de façon humble, c'est là où j'ai commis une erreur de ne pas pouvoir avancer dedans. Okay. J'ai fait le master en cours du soir, mais en journée, je ne faisais rien. C'est-à-dire, en journée, j'étais à la maison. Je ne faisais rien. Donc, c'était en soirée, j'allais au cours. Donc, j'ai eu un master sans avoir même 1 an d'expérience dans le domaine. Okay. Ce qui fait que vers 2015-2016, quand je me mettais à chercher de l'emploi, j'avais même aucune expérience réelle en recherche d'emploi. Ouais. Je regardais les offres, je suis sûr, même si je vais checker encore dans mes mails, que même les offres auxquelles je postulais, je suis sûr que je postulais mal, que je mettais un CV pas bien réalisé, une lettre de motivation bidon, le corps du mail bizarre. Et pour un spécialiste RH, c'est mal. Ouais. Donc, je pense que entre 2013 et 2015, la période donc, du master, j'aurais dû faire des stages, essayer de devenir assistant RH quelque part, etc., etc. Donc, faire ce genre de trucs qui allait me permettre donc, d'avoir un minimum d'expérience avant donc l'obtention du master. Ouais. Tu disais tout à l'heure que l'année d'obtention de ton master, l'année où tu as obtenu ton master, tu n'as pas continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont enchaînées? J'ai eu le master en 2015, j'ai soutenu quand même en 2016, janvier 2016, mais en janvier j'ai reçu un coup de fil. Parce que entre 2010 et 2016, j'étais présent sur les réseaux sociaux, donc la hype des réseaux sociaux aidant, je me suis fait quelques amis et tout. Donc en 2016, j'ai reçu un coup de fil d'un ami, Arnaud, qui m'a dit « Ah Gilda, ça va, tu es à la maison, blabla. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Ah écoute, j'ai un taf. » Mais voilà, il faudra gérer la com digitale, je sais que tu es un peu présent sur les réseaux sociaux, donc tu peux parler, etc. etc. J'ai dit « Ah ok, il n'y a rien. À la fin du mois, il n'y a rien qui entre dans la poche. » Et donc, j'ai dit « Ok, essayons. » Et je vois une équipe de 15-20 personnes. Il me dit, ok Gilles, toi, tu vas leader l'équipe. Et les gars, ils sont tout le temps devant leur ordinateur, ils sont en train de faire ceci, faire cela. Toi, tu gères l'équipe et toi-même, tu regardes. Donc, première semaine, deuxième semaine, je me dis, attends, s'ils font ça, moi-même, je peux, tu vois, moi-même, je peux le faire. Je ne peux pas faire que surveiller une équipe. Donc, moi-même, j'ai commencé. C'est quoi le community management? Si ça vous donne à manger, moi-même, ça peut me donner à manger. D'où tu sens cette confiance-là? D'où tu dis cette confiance en te disant... De la même façon que je me réveille très vite, quand je vois que ce rêve n'est pas atteignable, de la même façon, je me suis rapidement remise en question par rapport déjà à ce que j'ai fait comme formation et par rapport à ce qui peut me nourrir à l'instant où nous sommes en train de parler. Ouais. Tu vois, là, c'est vrai, j'ai un master en ressources humaines. Jusqu'à aujourd'hui, je le mets toujours en valeur parce qu'aujourd'hui, je suis directeur, donc je suis manager. Oui. Avoir des compétences en ressources humaines peut m'aider en fait à savoir gérer des équipes. Bien sûr, oui. Donc, je le mets toujours en valeur, mais là, 2016, t'as rien. Écoute, j'ai fait le choix qu'il fallait faire. J'ai commencé par apprendre et j'ai très vite appris. On va décortiquer comment tu as appris, revenir tous ces aspects.
Mais moi, je veux vraiment insister ou bien creuser le sujet de... Tu te retrouves dans un environnement, a priori, ce n'est pas ce que tu fais, tu le découvres plus ou moins. C'est vrai, tu as dit que tu avais une présence sur les réseaux sociaux, mais tu ne faisais pas du community management. Non. Et quand tu arrives là, qu'est-ce qui te fait dire, oui, là, il y a une opportunité et je veux la saisir? Honnêtement, je ne me suis pas projeté. J'ai vécu le moment présent, l'instant présent. Et l'instant présent, c'est que ça ramène de l'argent dans la poche des gens. Et c'est tout ce dont moi j'avais besoin tout ce dont j'avais besoin de savoir. Simplement, j'avais juste besoin de savoir que ça peut ramener de l'argent dans la poche des gens de façon honnête, de façon continue. C'est-à-dire, chaque mois, il y a un minimum qui rentre dans la poche. Un truc qui n'est pas contraignant pour moi, compte tenu de mes aptitudes déjà. Oui. Je fais le mélange, je vois que le résultat, c'est de l'argent à la fin. Je suis entré dedans. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire souvent et j'aime vraiment le fait de, quand tu dis, je ne vois pas ça vraiment dans le futur, je me dis c'est une opportunité du moment. C'est pas forcément quand tu embrasses quelque chose, ça va devenir ton métier ou bien ta profession à vie. La passion, c'est pour ceux qui ont le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit d'être passionné. Ouais. Tu n'as pas le droit de dire c'est ça mon domaine de passion. Non, c'est là où tu dois chercher, tu dois trouver ton argent, tu dois trouver ta dignité, tu dois trouver tout là. C'est ça, là où il y a l'opportunité, tu vas. Alors, je pense qu'on va rentrer dans le sujet de la formation. Genre, tu t'es dit, OK, je vais faire ça, je vais me former. Comment tu te formes? Ça va vous paraître très drôle. Ça va vous paraître vraiment, vraiment très drôle. Parce que quand j'ai regardé par-ci, par-là, quand j'ai vu déjà mes collaborateurs faire ça, c'était une mission de 3 mois. OK. 3-4 mois. Donc, dès que la mission s'est terminée, j'avais Bola, Morel et moi, on avait nourri un rêve, celui de créer un blog communautaire. Donc, qui allait parler de tout ce qui avait rapport à la culture en Afrique. Donc, on a créé Moé. Ouais, Moé, oui. Donc, on a créé Moé ensemble à 3 et ça a eu le succès que ça devrait avoir dans le temps. Mais derrière ça, c'était Morel qui gérait au début la communication digitale de Moé. Moi, pour me former, j'ai fait 2 choses essentiellement. Au début, j'ai tapé juste Community Management, Community Manager sur Google. J'ai vu une plateforme, Open Classroom. C'est là où j'ai eu mes certifs. La plateforme là revient à chaque fois. J'ai eu mes certifs sur Open Classroom. Mais j'ai très vite constaté qu'il y avait une différence entre ce que Open Classroom me disait et ce que je voyais. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour apprendre dans la pratique, j'écrivais à MTN, qui avait une page Facebook maintenant, Move aussi. Toutes les entreprises qui étaient présentes sur les réseaux sociaux, je leur écrivais en DM, messagerie privée, pour voir comment est-ce qu'ils me répondaient. Okay. C'est comme ça que j'ai su comment est-ce que je dois répondre à des gens si je gérais une page. OK. J'allais dans les commentaires, j'insultais, j'applaudissais. Je te jure, c'est comme ça que j'ai appris. Non, c'est comme ça, simplement. J'écrivais à MTN systématiquement presque chaque jour. Pour voir comment est-ce qu'ils répondaient sur Facebook. Et je faisais la même chose sur Twitter. Pour voir comment est-ce qu'ils répondaient. Simplement. Donc je faisais ça chaque jour. J'écris à MTN aujourd'hui, Move demain. S'il y a un bad buzz, j'essaie de voir comment est-ce qu'ils réagissent. J'ai regardé. Oui. En apprenant, j'ai regardé. Et Morel, pendant le temps où il gérait Moé, je regardais un peu ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il abordait les angles, etc. Et après, OK. Je fais OK, bon, Mo, je prends le lead à partir de maintenant. Et moi-même, j'ai commencé, j'ai créé des rubriques, et j'ai commencé par essayer. Au début, je faisais des fautes, blabla. Et donc, dans la répétition, j'ai vu que, OK, pour me corriger moi-même, me voiler sur telle plateforme, pour me relire, aller ici, pour chercher des contenus, des idées, etc. Aller là. Donc, j'ai d'abord regardé les gens faire. C'est vrai, j'ai utilisé Open Classroom. Mais Open Classroom, j'ai envie de dire, c'était surtout pour l'assertif. Ouais.
Mais la pratique même, j'ai regardé les pages. L'assertif et même la théorie qui est très importante pour comprendre les concepts, les codes du métier. Oui, ça, totalement. Mais la pratique elle-même, je l'ai appris en regardant les gens, en regardant les marques béninoises, par les marques d'autres pays. Pourquoi tu dis que quand tu vois ce que Open Classroom t'apportait, tu t'es dit qu'il fallait avoir un contexte local? Pourquoi tu as senti ce besoin-là? L'apprentissage de Open Classroom, c'était purement théorique, c'était dans le monde idéal. Oui. Mais on n'est pas dans un monde idéal au Bénin, ni en France, ni au Togo, ni en Côte d'Ivoire. J'avais besoin de savoir, par exemple, on va me parler de la fête du 4 juillet. Il n'y a pas de fête du 4 juillet ici. Oui. J'ai besoin de savoir comment est-ce que le 1er août, nous, on célèbre. Quand en France, l'humour noir passe, au Bénin, l'humour noir ne passe pas. J'ai besoin du contexte local, de comprendre réellement dans mon pays comment est-ce que ça marche. Et j'ai eu ce déclic-là très vite. Je veux bien revenir sur un point. Quand tu parlais de ton sommet à ce moment-là, et j'insiste dessus un peu comme tout à l'heure, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure ou ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ton rêve du moment ou bien le métier ou l'opportunité du moment. Il faut également voir les rêves ou bien les ambitions comme des ambitions du moment. Tu peux avoir une ambition sur une vision de où tu veux être dans 30 ans, dans 10 ans, tout ce que tu veux. Mais il faut également avoir des ambitions, on va dire, dans 1 an, dans 6 mois, pour avoir des choses mesurables, atteignables surtout, tu vois. Et j'aime bien... Moi, ce que je veux dire, il y a des gens qui vont pas apprécier tout ce qu'on fait dans ce monde à rapport à l'argent. Malheureusement. Je vois pas. On est ici sur des sièges, malgré ta bonne volonté, c'est de l'argent. La chemise que tu as portée, c'est de l'argent. J'allais parler de ta chemise aussi, ta belle chemise aussi. Et ça me permet, c'est une digression, mais de souligner le travail remarquable que fait Evans, quoi. J'ai une belle petite histoire sur Evans. J'ai fait la Sobebra en tant que chargé de communication donc dans l'équipe de Morel dans le temps. Et on avait fait un concours donc de talent couturier. Et je pense que c'était en 2019 ou en 2020. Et Ervins a participé. Venceslas, dans le temps, il a participé, il était 2e. Et j'ai vu son visage quand on a annoncé qu'il était 2e. T'as pas apprécié. Et je comprends son succès. Je comprends comment est-ce qu'il a quitté là pour venir là où il est actuellement. Parce que j'ai vu les larmes dans ses yeux. Il était, il n'était pas d'accord. Et ce sentiment, sur le coup, ça m'a choqué. Mais quand je suis rentré, j'ai fait, il veut gagner. Et c'est normal qu'il ressente ça. Donc après, je vois Ervins, je vois des chemises, et je me dis, je suis sûr que ça fait pas cet échec-là. Un levier pour lui. Ça a été un levier, un déclic pour lui, donc pour le pousser à venir là où il est actuellement. Ervins, si tu regardes cette vidéo. Non, franchement, moi, je suis très admiratif de ce qu'il fait. Vraiment, félicitations, gars. Force à toi, à toute l'équipe. Et puis, rendez-vous au sommet, quoi. Rendez-vous au sommet, vraiment. Alors, pour revenir, tu as commencé à contextualiser ta formation. Tu as parlé d'Open Classroom. Ça a été quoi la suite avec Monway et tout? La suite, c'est que Monway est devenu meilleur blog communautaire en 2017. Mais le déclic du point de vue professionnel est venu de quelqu'un d'autre. Quand j'ai commencé, par exemple, je faisais le blog Monway, mais je faisais déjà en 2016, j'avais déjà commencé également le tournoi. Donc en 2016, juste après ma période de 3 mois avec Arnaud, j'ai écrit à Jean-Yves Martin. Je le voyais sur Facebook, sur Twitter. Shout out aussi, il faut dire que c'est des gars qui ont inspiré ma génération. Moi, personnellement, c'est des gars, c'est des designers. Je viens là, t'inquiète pas. Mais lui, juste là, c'était juste quelqu'un que je voyais sur les réseaux, tu vois. Donc, et je savais qu'il était à la fondation. CSEB. Donc, je dis, ok, bon, il a la fondation, moi je cherche
des partenaires, des sponsors pour le tournoi. Est-ce que la fondation peut sponsoriser le tournoi de football? On ne sait jamais, mais écrivez-lui. Donc je lui écris, il me demande de lui envoyer le dossier. J'avais pas de dossier. Donc je monte un dossier, blabla, je lui envoie. Il me répond, la fondation ne peut jamais sponsoriser un tournoi de football. Mais j'ai gardé le numéro de Jean-Yves, donc je lui envoyais des bonjours par moment et il me voyait quand même sur les réseaux sociaux, blabla. Et derrière cela, j'ai fait les petits tafs. J'ai travaillé pour, il y a un truc de Ulrich Sossou, avec Nina, un truc... Botamp. Donc j'ai été le community manager de Botamp. Ah ouais. Ouais, donc j'ai géré des petits trucs. J'ai également été community manager de Rincio. C'est Rincio qui a lancé le premier bootcamp de data au Bénin. Ne me dis pas que. Voilà. On se comprend. Voilà, on se comprend très bien. Donc j'ai géré ça pendant 6 mois. Donc je faisais ces petits trucs-là, de part et d'autre. J'essayais donc de rester toujours dans le domaine parce que je continuais de croire aux possibilités, aux potentialités donc, que pouvait offrir le community management dans son ensemble. Donc j'étais là, puis un jour, en février 2018, Jean-Yves m'appelle. Yo Gino, ça va? Ça va bien et toi Fofo? Ça va. Dis-moi, tu fais des trucs de community machin là, non? Oui. Ok. Bon. Tu as le numéro de Gilles? Il dit, quel Gilles? Gilles Kounou. Non, j'ai pas son numéro. Mais on est amis sur Facebook. Ok. Écris-lui de ma part. C'est comme ça que ma carrière a commencé en entreprise. Bon, pause. On fait pause. Je vais revenir sur une étape. Avant qu'on ne continue sur comment la carrière a commencé. Quelque chose de très intéressant que tu as dit. Intéressant, on dit, non? Quelque chose de très intéressant. Voilà, bon. Donc, nous n'avons pas été beaucoup à l'école, on fait attention. Tu essayais de ne pas rester inactif, de faire de petits jobs, de pratiquer ce que tu faisais parce que tu y croyais et qu'on sort. À partir de ce moment-là, tu as travaillé à Rincio, tu as travaillé à Botamp. Comment tu as eu ces jobs-là, en fait? Attends, Rincio, je sais. Rincio, c'était mon LinkedIn, avant de venir là. Botamp, je pense qu'ils ont publié une offre. Et le fait que je sois un peu connu sur les réseaux sociaux a aidé. Parce que Ulrich me connaissait, tu vois, on faisait déjà le PGA avec les amis et tout, donc Ulrich me connaissait, donc ça a facilité l'obtention donc du boulot de Botamp. Mais celui de Rincio, j'avais déjà un profil LinkedIn bien rempli. Donc quand tu tapes Community Manager dans le temps, tu vois mon nom. Donc ceux qui m'ont... À quel moment tu te dis... Bon, tu fais une formation, voilà, tu essaies de hacker comment les gens font leur communication, d'observer, de faire tout là. À quel moment, où est-ce que tu mets le syndrome de l'imposteur? Tu te dis, je vais sur LinkedIn, je mets community manager. À quel moment tu te dis, j'ai les capacités? Je ne me suis jamais considéré, même jusqu'à présent, comme un expert. Ok. Je laisse ce soin aux autres. Oui. Ok. Si quelqu'un me considère comme un expert, libre. Ouais. Mais moi-même, je ne m'appelle pas... Pas de cheville enflée par ici. Mais moi-même, je ne me considère pas comme un expert. Ok. Mais je sais que je peux faire le job. Oui. C'est-à-dire, tout ce qui a rapport à la communication digitale, je peux faire. Je sais que je peux faire avec la plus grosse humilité possible. Ok. Mais à ce moment-là, comment tu le sais? Non, à ce moment-là, je savais que je pouvais me débrouiller. C'est différent. Ok. Peu importe ce qu'on me dit, est-ce que tu peux faire ceci? Je dis oui. Ça n'a jamais raté. Pourquoi justement? Parce que je sais que demain, derrière ça, je vais poser la question à Google. Ah ouais, tu révèles les choses. Simplement, regarde, je donne un exemple. En 2016-2017, je travaillais sur Botamp. On nous parlait de Canva et de designer pour faire les visuels et tout. On m'a demandé, est-ce que tu peux faire? J'ai dit oui, je peux faire. Mais dès que c'est fini comme ça, je suis allé, comment est-ce qu'il faut faire des trucs sur Canva, blabla. Et j'ai commencé, j'ai fait le premier. C'est vrai, mais je pense que c'était Nina. Elle n'a pas apprécié le visuel. Elle m'a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je suis allé refaire. Et là, je lui ai amené un résultat positif. Simplement. Oui, j'ai eu des doutes.
souvent j'ai des doutes quand... Regarde, je suis sûr que j'ai postulé à des offres de chargé de communication digitale dans le temps et je me demandais si je pouvais vraiment faire. Et quand on ne m'appelait pas, je trouvais ça normal. Je suis sûr que mon CV ne pesait pas comme... Mais tu tentais quand même. Mais je tentais. Moi, ça, tous mes amis, ils me connaissent sur ça. J'essaye. Je peux essayer et vous allez me dire non. Il n'y a pas de problème. Mais je vais essayer. Ça, c'est... Quand je veux quelque chose, non, je vais essayer. Même s'il faut réessayer 10 000 fois, je vais essayer. Vous allez me dire non, je vais dire ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que vous avez dit non? Ah, merci. Merci. Parce que quand tu disais je vais essayer 10 000 fois, je le disais la dernière fois dans une vidéo, quelqu'un a défini la folie comme étant le fait de faire la même chose encore et encore en espérant que le résultat change. Mais quand tu m'as dit, tu demandes pourquoi vous avez dit non. Donc ça te permet en essayant... Oui, c'est très important de demander le pourquoi. Pour moi, ok, j'ai postulé à une offre de MTN. Je donne un exemple. Digital Manager en 2016. Ils m'ont peut-être appelé à un entretien, je suis venu et après ils m'ont pas rappelé. Dès que j'ai la possibilité de discuter avec quelqu'un de là-bas, ok, vous m'avez appelé pourquoi? Montrez-moi le profil de celui que vous avez recruté. Sur quelle base est-ce que vous l'avez recruté? Ça, c'est des analyses que je fais systématiquement. Si la personne a un diplôme que je n'ai pas, si la personne a un certain nombre d'expériences que je n'ai pas, ok, pas de problème. Ça veut dire que dans 5 ans, je peux revenir. Mais dans 5 ans, vous allez payer cher. Ça, moi, je sais. Je vais toujours, comme je l'ai dit, essayer, mais je dois comprendre ce pourquoi ça, la raison pour laquelle ça ne marche pas. Parce que ça me permet de... Je suis quelqu'un de très flexible et de très rêveur. J'ai eu 3 rêves et à l'heure actuelle, j'ai un autre rêve. Je m'adapte en fonction de ce qui se passe dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, en fonction des opportunités que je peux voir au bureau. Ok, aujourd'hui, je suis directeur marketing et com. Est-ce que demain, je peux être PCH? S'il faut être PCH, qu'est-ce qu'il faut faire? Si demain, je veux gérer les opérations, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne reste pas, je ne suis pas... Tu ne te fermes pas les portes, en fait. Non, absolument pas. J'ai quitté le community management, je suis devenu directeur commercial et communication et marketing. Si je me fermais les portes, j'allais rester community manager. Oui. Je ne me ferme absolument pas les portes. Et rien ne prouve que demain, je serai encore directeur marketing. Peut-être je peux repartir à l'école. Je peux revenir dans 2 ans, dans 3 ans, demander à occuper un autre poste, laisser totalement la communication et le marketing. Oui. Parce que je pense que j'ai qu'une seule vie. J'en ai pas 9, je suis pas un chat. Tu veux en profiter au maximum. Je veux faire ce que je veux, ce que j'aime, ce qui me donne du plaisir au quotidien. Et si aujourd'hui c'est le marketing qui me donne du plaisir, ok. Mais si en 2024 c'est autre chose, let's go. Merci vraiment. Tu vois, moi-même je suis édifié, conforté sur certains éléments, challengé sur d'autres. J'ai un plaisir personnel à recevoir les gens, à discuter avec eux, parce que tu en apprends toujours, parce que c'est toujours un plaisir. Donc voilà, au-delà de si personne ne regarde là, moi je suis le premier téléspectateur. Alors, on revient sur Gilles Kounou. Gilles Kounou. Ouais. C'était une formidable expérience. Donc, comme je le disais, Jean-Yves m'a passé un coup de fil. Et donc, j'écris à Gilles sur Messenger. Ok, Gilles me donne rendez-vous. Et je me rappelle, quand Gilles m'a écrit, il m'a dit, est-ce que je peux venir le mardi pour un entretien? Et non, est-ce que je peux venir le mardi pour débuter? Ah ouais? Direct. Et je n'ai pas répondu après 1 heure parce que je réfléchissais. Je me suis dit... Débuter, mais... je me suis dit, attends, t'as-tu vu à la maison? Tout mon travail, c'était du freelance. J'étais toujours à la maison. Donc là, je voulais débuter un truc où je vais en entreprise. Seigneur, comment est-ce que ce truc-là sera? Est-ce que tu es prêt? J'ai de l'as. Et voilà, donc j'en ai discuté avec ma copine, qui est devenue ma femme d'ailleurs. Et elle dit, non, vas-y, on va voir ce qu'il y a dedans, blabla. Mais c'est important que tu débutes donc, en entreprise et tout. Bon, donc,
Gilles me relance 1 heure plus tard. Ah, maintenant, tu ne réponds plus. Oui, je viens mardi. Je suis parti, j'ai vu une équipe formidable. Ouais. J'ai fait 8 mois là. C'était 8 mois de travail et d'apprentissage. Parce que Gilles, il est orienté tech, orienté acquisition. Il connaît il connaît donc le digital marketing dans son essence même. Ouais. Donc, c'était pas uniquement du community management. Ouais. Donc, il m'a poussé dans mes retranchements, mes derniers retranchements, parce qu'il fallait faire de la recherche, comprendre, revenir appliquer, créer un tunnel d'acquisition, blablabla. Je pense que... Pas que de l'awareness, pas que de la com. Si j'étais resté à OpenSI, j'aurais eu un profil beaucoup plus technique. Ouais. Un peu comme Noureddin à Kinoche. Ouais, un gros hacker, voilà. matière d'acquisition. Si j'étais resté à OpenSI, je pense que je serais là, directement, là, tu vois. Donc, j'ai fait 8 mois là, et je vois une offre de la Sobebois. Morel les a rejoints 2 mois plus tôt. Il dit, Morel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, essaye. Il y a un truc, essaye. Donc, je postule. C'est... je viens au premier entretien. Il y a d'abord un test. J'ai fait mes classes. Donc, je suis parti, poser des questions, blablabla, j'ai fait. Et après, il y a un entretien. Donc, je viens à l'entretien, ça se passe bien. Et on me pose une question. Je me rappelle toujours. Parce que il n'y avait pas beaucoup d'aspects négatifs donc, dans la gestion donc, de leur communauté. Donc, on me dit, si vous pensez que tout se gère aussi bien, pourquoi est-ce que vous voulez venir? Donc, il y avait la DRH, il y avait le DCM, il y avait Morel. Et il y avait une 4e personne, M. Germain. Et on me demande. Donc, je dis, écoutez, trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce, hein. Comment? C'est quoi cette réponse? Et donc, c'est exactement le sourire que la dame a eu. Et j'ai été recruté. C'est quoi cette réponse en entretien? Pourquoi vous pensez que vous allez nous rejoindre si tout se passe bien? Il dit, trop de viande, ça ne gâte pas la sauce. La dame a souri. Dès qu'elle a souri, j'ai su que ce job-là, je l'avais. Il n'y a rien à faire. 2 jours plus tard, on m'a appelé, monsieur, vous avez le job. Maintenant, il fallait démissionner. Parce que j'ai eu le job en début novembre, mais il fallait débuter le 1er décembre. 1 mois. Moins d'1 mois. Donc, il fallait démissionner de chez Gilles, qui m'a vraiment beaucoup donné. Je suis allé. Je lui ai dit, ça s'est mal passé, mais il n'était pas content, il n'était pas d'accord. Ouais, pour moi, c'est quelque chose de normal. Oui, ça se comprend. Mais avec le recul, on a discuté et tout, et il m'a souhaité bon vent. Je suis parti. On a gardé de bonnes relations jusqu'à présent. Donc, je suis allé après à la Sobebois, où j'ai fait 2 ans. 2 ans, 3 mois. Et j'ai été appelé à cause, encore une fois, de mon profil LinkedIn. Bon, toi, ça fait beaucoup de choses. Je vais revenir sur certains nombres. Première chose sur laquelle je vais revenir. Sur tout ce parcours-là, tu as un master en ressources humaines. Tu te retrouves dans ces différentes entreprises-là. Sur quelle base, en fait? Les certifications. J'ai fait parallèlement à la certif de Open Classroom. Il y a Google Atelier aussi, donc j'ai fait également cette certif. Et j'avais des attestations qui prouvent que... Voilà, tu sais le faire, ton expérience passée. Voilà, donc les certificats de travail, blabla, dessus. Donc c'est comme ça que moi j'ai poussé. Donc j'ai fait une formation avec Google Atelier. Google Atelier. J'ai fait Open Classroom, 2 formations en stratégie digitale, les bases du community management dessus. Pour obtenir les certifs, il faut payer. Donc j'ai fait les 2 ensemble. J'ai payé une fois, genre l'abonnement mensuel. J'ai tiré mes certifs et puis c'est fini. Donc j'ai pris ça, j'avance avec. Si les gens ne font pas attention, ils vont se dire, quand tu t'es formé, tout de suite, tu as la possibilité d'aller travailler à la brasserie, d'aller travailler à OpenSI, à faire truc là. Mais quand on voit un peu dans ton parcours, on voit que, ok, ce qui te permet d'aller au poste ou bien à l'étape suivante,
c'est ton expérience de l'étape précédente. Ouais. Donc, c'est ton job, ton expérience. Tu parlais tout à l'heure d'attestation de bonne fin d'exécution qui te permet de justifier d'aller un peu plus haut. Ouais. Et celui-là te permet d'aller encore un peu plus haut et ainsi de suite, en fait. De voir les choses de façon graduelle. Ouais. Pour moi, il ne faut pas mettre les... Je ne sais pas comment on dit, les charrues avant les bœufs. Les charrues avant les bœufs, okay. Donc, pour moi, enfin, il ne faut pas faire ça. Et il faut aller étape par étape. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que je disais au début. Ouais. On dit, je peux postuler à un poste inatteignable en théorie et qu'on ne m'appelle pas, mais je vais demander pourquoi. Pour comprendre. Parce que quand tu comprends, tu as une idée des étapes que tu dois franchir avant de viser un tel poste. Oui. Et donc, moi, Rincio, avoir travaillé sur Rincio, avoir travaillé sur Botamp, c'est-à-dire avec... Je dis ça juste comme ça, mais si je me mets en face de Gilles et je lui dis que j'ai travaillé avec Ulrich, ça fait un déclic. Forcément. Si tu as travaillé avec Ulrich, c'est que tu as un minimum. Forcément. Si tu des produits similaires. Voilà. Si tu as été envoyé par Jean-Yves, c'est que tu as un minimum. Ouais. Et quand je prends tout ça et que j'ajoute Rincio et j'ajoute OpenSI et que je dépose à la brasserie, ok, si tu as fait OpenSI, même s'ils ne connaissent pas Jean-Yves, même s'ils ne connaissent pas Ulrich, mais si tu as fait OpenSI, une entreprise connue de tous, qui travaille sur tel et tel, c'est que tu as un minimum. Et ce minimum-là, donc, leur permet de t'appeler au moins. Parce que pour moi, ce qui fait que il y a des gens qui manquent de chance, c'est qu'ils ne sont même pas appelés. Passe par l'étape de la sélection, on va dire. Parce que quand tu es appelé, t'écouter peut changer beaucoup de choses. Quelqu'un dit que c'est l'emballage qui vend le produit. Le produit fait racheter. C'est-à-dire, l'emballage, c'est ce que l'emballage, quand je parle de l'emballage, c'est la communication, c'est le marketing, c'est le packaging, tout ce que tu veux. C'est ça qui dit, ce produit-là, ça m'intéresse, tu vois, d'attirer l'attention de la personne, jusqu'à pousser la personne à l'acheter. Elle achète pour la première fois, elle peut ne plus jamais en acheter si le produit n'est pas bon. Donc, ce qui fait racheter le produit, c'est sa qualité. Tu vois. Et comme tu le dis, ce qui fait qu'on prend la décision, ça peut être au niveau de l'entretien que ça se joue. Parce que moi, j'ai peut-être plein de petits défauts, mais je sais qu'un entretien, je gère. Avec le charisme pareil. C'est-à-dire, je le dis, mais en toute humilité. Pour la simple et unique raison que ce que j'ai mis dans mon CV, je sais. Je l'ai vécu. Je n'ai pas menti sur mon CV. Ce que j'ai écrit dans mon CV, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, quand tu m'appelles, que je viens à l'entretien sur la base de mon CV, et je vais te dire, je le dis avec la plus grande aisance possible. J'ai vu que le mot humilité revient très souvent dans ton propos. Oui, parce que j'ai envie de dire, je suis tombé dedans par concours de circonstances, et pas préparation certes, mais par concours de circonstances, parce que je me dis également que... C'est pas un peu un syndrome de l'imposteur? Non. Non, en fait, regarde, vraiment, en toute humilité, mais là où je suis, je me dis que j'aurais pu ne pas arriver là. Oui, mais moi, tu vois, j'ai l'impression que l'humilité chez nous, c'est le fait de ne pas se vendre. Mais tu distingues bien ça. Il y a se vanter et se vendre. Ouais. Quand tu te vantes, c'est plutôt négatif, c'est plutôt péjoratif. Mais quand tu te vends, tu vends tes qualités. Tu ne vends pas autre chose, tu n'inventes pas. Je sais. Tu vois, donc, et tu l'as si bien dit en disant ce que j'ai mis sur mon CV, je sais le faire. Tu vois? Donc, à partir de cet instant, moi, j'ai un peu du mal avec le mot humilité. Je l'avoue, j'ai un peu du mal avec parce qu'on a tendance à trouver quelqu'un qui se vend non humble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme s'il se vantait. Il se vantait. Mais se vanter, c'est autre chose. Si tu me dis, toi, tu es un vantard. Là, je peux comprendre. Tu es un vantard, ça veut dire, tu n'as pas ce que tu... Voilà, tu mens, quoi. C'est une publicité mensongère. Tu te surqualifies. Maintenant, si on est d'accord que je suis bon, que je sais faire le truc, en quoi est-ce que je suis
pas humble en disant que je sais le faire. Ou que j'ai prouvé plusieurs fois que je sais le faire. Non, je comprends ton point. Je comprends ton point. Malheureusement, on est... Tu vois, même le fait, tu sais, en entretien ou dans une réunion d'affaires, ce qu'il faut dire, moi, je sais le dire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois. Mais malheureusement, on est dans une société. En fait, le fait même que tu vas interviewer, tu vas inviter 10 000 personnes ici et que 9 000 personnes vont parler d'humilité, c'est la société locale qui nous a conditionnés dans l'utilisation même de ce mot et même dans ce ressenti-là. C'est vrai que dans les faits, comme je l'ai dit en entretien, même si c'est en anglais, que je ne suis pas très très fort en anglais, je me débrouille pas mal. Tu vas comprendre ce que je dis, ce que j'ai vécu, mais que tu as vu dans mon CV, et ce pourquoi, pour moi c'est le plus important, ce pourquoi je suis le profil idéal pour le poste que tu cherches. Je suis d'accord que la société nous a vraiment mis dans certaines cases. Tu vas dans d'autres environnements, c'est pas ça. Mais bon, c'est aussi l'objet. Il faut que de plus en plus. Et tu vois, si on part toujours sur cette question d'humilité, on la tient comme ça, franchement, on serait pas assis ici en train de parler, quoi. Parce qu'a priori, on se dirait... on est en train de se vanter, on est en train de... Tu vois. Mais... Et c'est ce qui nous tue de plus en plus, en fait. C'est ce qui nous tue à beaucoup d'égards, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des parents, que ce soit des gens. Les gens ne font pas les retours d'expérience véritablement. C'est-à-dire, ils ne partagent pas leur expérience par peur qu'on estime qu'ils ne sont pas humbles. Tu vois, ou bien qu'on estime que toi, tu te vois trop arriver déjà, c'est pourquoi tu viens de parler. C'est pas ça, c'est juste de dire, on est en train de faire un parcours, on est en train de faire quelque chose, on estime que franchement, ça peut aider d'autres personnes. Et nous aussi, si on n'a pas vu d'autres personnes le faire, imagine, tu n'étais pas dans un environnement où tu as vu d'autres personnes le faire. J'aurais pas eu le déclic. Tu vois. J'aurais pas eu le déclic. Moi, je trouve l'initiative, cette Wake Up Champ, très bien, parce que ça me permet de pouvoir raconter, moi, mon histoire, pour que des gens... Regarde, j'ai commencé en 2018 à travailler dans une entreprise. J'aurais dû commencer en 2013, quoi, quand j'ai eu la licence. Donc, il y a 5 ans. C'est vrai, j'ai fait du freelance, blabla, mais il y a eu 5 ans où je pouvais commencer en entreprise. Donc, je veux permettre à d'autres personnes de sauver 5 ans. Ça, c'est une belle accroche. Je pense que c'est une belle proposition de valeur. On va utiliser ça dans le titre. Donc, tu es à la brasserie, tu fais 2 ans, combien de temps? 2 ans, 3 mois. 2 ans, 3 mois. Et puis, un monsieur m'écrit sur LinkedIn. Il m'écrit « Hello, Gildas, how are you ?» En anglais, direct. Oui, en anglais. Et donc, je réponds. Bon, anglais traduit, tu vois. Tu as demandé à Google. Anglais traduit, direct, DeepL. DeepL. Plus précis. Voilà, donc après, il demande d'un entretien, on va faire l'entretien et tout. Et en fait, le premier appel, c'était pas 2 ans après, c'était après 1 an à la brasserie que j'avais été contacté déjà sur LinkedIn. Mais pour des raisons, ça s'est pas concrétisé. Et ils ont patienté jusqu'à ma 2e année. Et là, ils m'ont écrit. La première fois qu'ils m'avaient écrit, c'était pour le poste de digital manager. Et la 2e fois qu'ils m'ont écrit, c'était pour le poste de directeur marketing. D'accord. À Bincher. Bincher est une entreprise qui gère des paris sportifs. Donc, on a discuté, on a parlé. Ils ont dit, est-ce que... Je leur ai dit, écoutez, je viens... Moi, je suis chargé de communication. Bon. Je suis venu, on m'a dit, est-ce que tu peux faire tel et tel? Donc, je dis, je peux. Je peux. Ils ont dit, ok, quel est le salaire que vous voulez? Moi, j'ai dit. Ils ont dit, non, on ne peut pas vous payer ça, blabla. On a discuté, on s'est entendu sur un montant. Donc, on a dit, vous devez commencer dans la semaine prochaine. J'ai dit, c'est impossible. C'est pas ce que j'ai fait dans mon expérience précédente que je l'ai répété. Donc là, j'avais 3 semaines. Donc, je suis allé, j'ai informé mon patron, Morel, qui a pris ça très bien. Parce qu'on essaie toujours de se pousser. Toujours, tout le temps de se pousser. Connaissant son histoire, bon, il a raconté, elle est publique. Tu vois, ça ne m'étonne pas, quoi. Donc, voilà, il a porté ça un peu plus haut, au niveau du directeur commercial et marketing, qui l'a également bien pris.
qui m'a souhaité le meilleur. Et après, il fallait maintenant déposer au niveau des ressources humaines. C'était un peu compliqué là-bas, mais ça a été accepté parce que c'est chaud de perdre quelqu'un sur qui vous comptez, à qui vous venez de prolonger le contrat, blablabla. Tu vois, donc très vite, donc ça s'est fait, je suis allé et voilà, j'ai commencé, je ne m'occupais plus que du digital, j'avais une équipe. Donc, du digital, de l'outdoor. Donc, j'avais un CRM. Je discute avec des agences et que j'ai une équipe de plus de 15 personnes. Donc, voilà comment est-ce que je suis devenu directeur marketing d'une entreprise de paris sportifs. Et pendant 2 ans, j'ai fait de très belles choses là-bas. J'ai fait 1 an et j'ai été promu au niveau groupe où je m'occupais donc de tout ce qui avait rapport à l'acquisition, à la marque. Et donc au marketing, donc, et là-bas j'ai fait également 1 an. Donc Guinée, Congo, Cameroun. Ok. Depuis Cotonou ou bien? Non, je faisais quelques voyages sur le terrain. Donc tu quittes une équipe de 10-15 personnes pour une équipe de 30-40 personnes. Ou voilà, donc tu dois superviser plusieurs pays. De façon pratique, le métier consiste en quoi en fait? De façon très simple, tu es l'image de l'entreprise, de la personnalité que tu gères sur les réseaux sociaux. Donc, tu dois tout faire pour que la bonne communication, la bonne information de ton entreprise soit connue des clients, des prospects, et que la bonne demande des prospects soit connue de l'entreprise. Tout ça au travers donc, des outils digitaux que tu utilises. Facebook, Twitter, bla. Au travers donc, des campagnes d'information que tu mets en place. C'est-à-dire Octobre Rose, Novembre Bleu, etc., etc. Tu travailles dans un hôpital, donc tu fais des séances de sensibilisation, tu invites des gens, tu reportes sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent voir comment ça a été fait. Tu travailles à MTN. Tu as vu qu'il y a 10 personnes qui viennent de commenter au même moment que ils n'arrivent pas à faire leur retrait Momo. Ça veut dire que peut-être il y a un problème qui veut grandir. Il faut rapidement informer qui de droit, etc. C'est pas que dans le sens entreprise, pas être consommateur, mais c'est les deux. Pour moi, tu es un peu comme un numéro 10. Quand la défense te remet, tu envoies à l'attaque. Un relayeur, tu vois. Tu distribues. Quand la balle vient d'un côté et que tu vois qu'il faut amener de l'autre pour stabiliser, tu le fais. Donc tu distribues. Tu viens comme ça ou bien tu viens comme ça. Comme quoi les compétences venant du rêve footballistique. Effectivement. Donc pour moi, tu prends, tu distribues. Quand ça vient d'un côté et que ça doit aller de l'autre, tu envoies. Simplement. Parce que autant l'entreprise veut communiquer, blablabla, mais l'entreprise veut se servir donc de cette présence-là pour avoir des feedbacks sur ce que les gens disent d'elle-même en tant qu'entreprise, et sur également ce que les gens disent donc de la concurrence. Écoute, Celtis vient de sortir un nouveau truc, MTN a besoin de savoir, ou Move a besoin de savoir. Toi, c'est toi qui es le truc là sur les réseaux sociaux. C'est à toi de vite capter l'information, de voir l'importance d'envoyer à qui de droit. Même si le DG peut voir aussi et peut dire ah, j'ai vu ceci, je vous envoie, qu'est-ce que la direction marketing veut faire et tout. Mais elle peut voir et zapper. Mais toi, si la veille concurrentielle que toi tu vas faire va te permettre de savoir que ils ont lancé telle offre en concurrence à telle offre, que nous on a publié tel, ils ont utilisé tel mot par rapport à tel. Par rapport au bad buzz que nous avons vécu, dans un exemple tout bête, je parlais beaucoup plus de MTN et de Move parce que c'est les entreprises qui sont vraiment concurrentes et qui sont présentes sur le marché en termes au niveau digital. Donc MTN a lancé un truc de forfait, ils ont augmenté un peu leur forfait il y a un moment, et le lendemain, juste, ou 2 jours plus tard, Move va lancer de meilleurs forfaits. Tu vois, donc tu vois ça, et quand tu prends, tu remets, peut-être qu'au niveau marketing, l'offre était déjà préparée. OK ? Mais au niveau de la communication, du ton utilisé, ça va répondre à MTN. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Le ton, les mots choisis vont répondre aux mots et au ton de MTN. Et ils le font très souvent. Là, on a dit les belles choses sur le métier et tout. Ça rapporte bien son argent parce que quand on voit le métier, on sait que bon. Ou bien tu veux qu'on mette des photos avant, après.
Non. Bon. Plus sérieusement, c'est quoi les revers? C'est quoi l'antichambre? C'est quoi? Comment ça se passe au quotidien, les défis? Je pense que là, il faut mettre la vidéo. Je suis désolé. Mais tu vois, la dame qui a fait ICC, qui a... Oh, je suis vanoué. Ma soeur de la fille. Sérieusement, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience. Oui. Et il faut être quand même un peu hypocrite. Ouais. Hypocrite, c'est-à-dire gars t'a insulté. Ouais. Dit, vous êtes con, vous êtes fou, bande de voleurs. T'as envie de lui dire, va te faire foutre. C'est pas tempérer plutôt. C'est... Je lui dis, désolé. En tout cas, je peux pas faire le métier là. Et tu vois, en fait, si tu n'es pas quelqu'un de calme, ou si tu sais pas contrôler tes émotions aux heures de travail, ça va être chaud. Parce que tu peux écrire quelque chose, quoi. Il faut être... ce que tu penses réellement là, c'est dans ta tête, ou c'est dans ton cœur, tu vois. Mais tu lui écris ce que le métier demande. Cher monsieur, nous comprenons, blablabla, tu vois. Et tu dis désolé, et puis c'est fini. Oui, moi j'estime même que ça, je disais en rigolant que je ne peux pas faire ce métier-là. Mais a priori, c'est un peu comme tous les métiers. Hein. Tu n'apprécies pas ce que la personne te répond, la personne te dit, ou bien le client te dit. Tu dois distinguer ce qui est personnel, ce qui est contre toi. Ouais. Si la personne t'a injurié, la personne ne peut pas venir te voir, toi, nommément, en circulation, venir t'attraper le col, dire que l'entreprise pour laquelle tu travailles m'a fait ci. J'estime qu'en tant que professionnel, en faisant un métier ou en choisissant un métier, quand tu connais les mauvais côtés, on va dire, du métier ou bien les revers du métier, c'est de dire, le commentaire là, ah ouais, il a insulté. S'il insulte là, a priori, mais il va dire, telle entreprise, vous êtes des salauds. Mais est-ce que tu sais que le commentaire, ce community manager est très nul, ça soit très souvent. Oui. Et que ça, Mais c'est un peu comme on dirait Cristiano, il est nul. Tu vois. Regarde combien de millions de personnes disent à Cristiano chaque minute qu'il est nul. Mais regarde, Cristiano, il a le dos assez large pour supporter tout ça. Non, plus sérieusement, je comprends quand tu parles, le community manager ne doit pas prendre des choses personnellement. Oui. Mais moi, je veux toujours souligner le fait, je suis d'accord que dans la profession, il ne faut pas prendre des choses à cœur. Oui. Mais tu t'es réveillé du mauvais pied, tu as un problème personnel, tu viens faire ton taf. Premier commentaire, ce community manager est très nul. Ça n'arrive pas. Ouais. Moi, j'ai jamais insulté un client, mais ça, tu peux le prendre personnellement. Ouais. Ça peut te blesser, même si tu réponds à la personne de façon normale. Ce que je veux surtout faire comprendre, c'est que il ne faut pas que les gens oublient que c'est peut-être le beau-frère qui est en train de gérer la page et que... C'est un frère, c'est un cousin, c'est un humain, tout simplement. C'est un humain, tout simplement. Et que, au-delà de tout, il ne fait que transmettre une information sur laquelle il s'est accordé avec tous ses patrons. Et que l'entreprise en elle-même ne passe qu'à travers lui, qui n'est pas l'entreprise. Voilà, tu vois. Et que, c'est-à-dire, moi je comprends qu'un client se plaigne. J'ai absolument aucun souci avec le fait qu'un client se plaigne. Les clients doivent se plaindre s'il y a un problème. Mais les clients ne doivent pas, pour moi, ne doivent pas insulter directement donc le community manager. C'est important pour le community manager de faire un suivi des requêtes. S'il y a une requête qui vient du digital, que tu sais, il y a tel client qui a fait tel, tu dois avoir ta petite fiche de ta petite feuille Excel où à la fin, il y a 2 colonnes, rouge, vert. Ok. Donc rouge quand c'est pas encore traité, vert quand c'est traité. Tu relances le service client pour t'assurer que ce client-là est maintenant à libre à toi de pouvoir jauger l'importance
du problème et l'importance du tuto ou du client. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, celui-là, c'est critique. Si on ne gère pas ça en 2 heures, lui, il va venir encore mettre des tweets et ça peut nous porter préjudice. Ce problème-là, ce n'est pas critique, mais la personne qui a fait le tweet est une personne apolémique. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et donc, tu alertes ton service client pour qu'eux, ils puissent savoir comment est-ce qu'ils vont gérer, la rapidité à laquelle ils vont gérer et comment est-ce qu'ils vont l'appeler après voir s'il est satisfait, etc., etc. Donc, il y a un mix. C'est toi qui es sur le digital, c'est toi qui sais comment est-ce que les clients sont, où est-ce que les clients parlent et comment est-ce que les clients parlent. Et donc, c'est quoi il faut avoir comme qualité pour faire ce métier en fait? Qualité au niveau du point de vue technique, il faut avoir l'envie de faire des recherches. Moi, curiosité. La curiosité. Mais moi, il y a un truc que je dis souvent, il faut demander. Il faut demander à Google, il faut demander à ton ami, il faut demander à tel, il faut demander à tel, mais il faut demander. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. La première personne à qui on demande, c'est Google. Bon, quand je personnifie. Mais la première personne à qui on demande, c'est Google. Maintenant, que Google soit ton ami. Voilà. Maintenant, après ça, tu demandes à tout le monde, de façon locale. Comment est-ce qu'il faut faire ceci, comment est-ce qu'il faut faire cela. Donc, il faut être curieux, mais beaucoup curieux. C'est la première. Il faut être quand même un peu... la plupart des community managers, on n'est pas ordonné, mais il faut l'être au minimum. Ok, donc déjà, en termes du point de vue créatif, pour pouvoir bien préparer les différentes campagnes, etc., etc., il faut être un minimum ordonné. Créatif. Après, créatif, c'est ambigu. Parce que, te dis la vérité, il faut savoir faire de la recherche pour faire le métier. Tu n'as pas besoin d'être créatif, non. Il faut faire de la recherche. Ok, on veut faire un truc sur Novitia. Ok, comment est-ce que ça a été fait par le passé? Tu regardes un peu ce que les gens ont fait. Ok, donc Novitia, c'est quoi? Ok, qui sont ceux qui sont là? Ok, à partir de ces éléments, tu peux créer un plan de com. Il n'y a rien de techniquement. Il faut, la campagne doit être... Non. En fait, tu es en train de toucher un point que j'aime souvent dire, et ça je le répétais depuis des années. Dans nos métiers, on a l'habitude de dire, tiens, je ne suis pas inspiré. Je ne suis pas inspiré parce qu'on estime que c'est un métier créatif, il faut avoir de l'inspiration, c'est quelque chose qui va venir comme ça illuminer. Alors que quelqu'un qui a des process ne manque jamais d'inspiration. Le process, c'est comment est-ce qu'on fait? C'est avoir la théorie de la chose, avoir la pratique. Très souvent, quand tu sors un fichier Excel, quand tu veux faire un travail, et que tu sors un fichier Excel et que tu commences par poser des trucs colonne temps, tu mets la question, tu mets la réponse, tu fais. À la fin, là, tu as tous les éléments qui te permettent en fait de sortir quelque chose. Le plus important, c'est les questions que tu poses. Quand tu te poses les questions là, tu peux te les poser en écrivant, tu peux te les poser dans une feuille Excel, tu peux te les poser en dessinant, tout ce que tu veux. Mais quand tu fais et que tu peux trouver, les réponses viennent, comment est-ce que tu gères la suite? Ça vient tout seul. Tout seul. Tout seul. Donc pour moi, je ne vais pas renier la créativité. Absolument pas. Je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir, même si c'est au minimum. Mais elle se cultive. Et il faut surtout un process. Il faut un ensemble de questions que tu te poses à toi-même par rapport à la campagne, etc., etc. Et le reste, créativité, culture générale, blabla. Parce que, regarde, sur certaines campagnes, si tu n'as pas de culture générale, simplement, tu ne peux pas te prononcer. Donc, c'est un ensemble de choses qui demandent d'abord, on revient à la première chose, la recherche. Il faut demander. On revient à ça parce que pour cultiver la créativité, il faut faire de la recherche, il faut demander. Demander à Google, demander sur une nouvelle formation qui a été mise en ligne, blablabla. Donc, on revient toujours à ça. Et je pense que l'élément, parce que moi, si on va me demander de devenir chirurgien, je vais dire non, je ne peux pas. Ok, mais il y a plein de métiers, même si on me met dedans, mais ok, je peux faire. Et le temps que quelqu'un vienne, je fais de la recherche. Je pense que puisque tout est là en fait, il faut juste demander. À qui il faut demander? Google d'abord. C'est le mindset entrepreneur. Et puis dès que tu as l'élément qu'il faut, tu adresses le problème. Simplement. Donc qualité, moi je vais dire l'esprit de curiosité, un peu de créativité,
ordonné, un bon process et qualité humaine de l'empathie. C'est le mot qui m'échappe. De l'empathie. Donc, tu as l'empathie. Ça te permet de te détacher vraiment des choses, de pouvoir répondre avec un certain calme, etc., etc. Et il faut, pour moi, une qualité humaine que tout le monde devrait avoir, c'est de savoir vivre ensemble. Un community manager ne travaille jamais seul, il travaille toujours en équipe, donc il doit collaborer avec telle personne, travailler avec telle personne, aller sur le terrain avec telle personne, et sur le terrain avec telle personne, faire telle chose, interviewer le DG, faire ceci avec... Donc pour moi, le vivre ensemble, il le faut. Même si tu es en freelance, tu iras sur le terrain, blablabla, et... T'as les deux là, t'as l'empathie, parce que pour moi l'empathie, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est ça qui te permet de faire. Quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu dois savoir travailler en équipe. Il y a un point que je n'ai pas vu dedans, je veux savoir à quel point c'est important ou pas, et c'est la capacité rédactionnelle. Ouais, en fait ça, moi personnellement je le mets dans recherche. Ok. Personnellement je le mets dans recherche, parce que si je devais parler de capacité rédactionnelle, j'aurais parlé également de maîtrise de stratégie digitale comme une compétence. Alors que ça fait partie de la recherche. Quand tu fais de la recherche, tu sais faire ça. Quand tu fais de la recherche, parce que pour moi, je ne veux pas dire capacité rédactionnelle. Je vais surtout dire capacité à écrire d'abord des phrases qui ont du sens. C'est-à-dire, je ne veux pas pousser la maîtrise de la rédaction loin. Parce que quand tu dis capacité rédactionnelle, c'est un peu comme si tu pouvais écrire des articles. Si tu es community manager tout court, sincèrement, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Mais tu dois pouvoir écrire des phrases qui ont du sens. Répondre à un commentaire très vite. Voilà. Pour moi, le plus important, sans sujet, verbe, complément. Sans faute. C'est tout. Important. Parce que tu fais une faute, ça peut aller en bas de buzz. Community manager ne sait pas écrire, blablabla. Par contre, quand tu englobe la fonction de la communication digitale dans son ensemble, oui, il est nécessaire pour toi de maîtriser, d'avoir une très bonne capacité rédactionnelle. Parce que tu peux être amené à gérer un blog, donc pas forcément à écrire l'article, mais à corriger l'article. Si tu n'as pas une capacité rédactionnelle, tu ne peux pas bien analyser le sens de l'article, les conjonctions, les placements, les mots-clés, etc., etc. Je ne sais pas si tu vois un peu l'angle dans lequel je suis en train de parler. Donc voilà un peu. Voilà comment tu t'es formé au métier. Mais aujourd'hui, si quelqu'un est intéressé par le métier et voudrait apprendre, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Quel est le modus operandi pour se former aujourd'hui? Demander. Google. Parce que quand tu vas sur Google, tu vas voir. Avant, moi dans le temps, j'ai fait Open Classroom. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plusieurs autres formations. Mais si tu ne vas pas sur Google, tu ne sauras pas. Donc, il faut déjà aller sur Google, taper juste se former au métier de Community Manager. Ça a l'air très facile comme ça. Mais la question que moi j'ai envie de te poser, c'est quelqu'un qui regarde cette vidéo, je pense que majoritairement, ça va être quelqu'un qui veut faire de la reconversion ou bien, qui veut faire de la reconversion. Tu lui dis d'aller sur Google, d'apprendre, de trouver, de faire des recherches, d'apprendre. Mais il a grandi, il a fait tout son cursus en ayant un professeur devant lui. Comment est-ce qu'on apprend? C'est quoi les contraintes derrière le fait d'apprendre avec quelqu'un sur Internet qui a des milliers de kilomètres, que ce soit en termes de discipline, que ce soit en termes de compréhension, le fait que tu ne puisses pas poser de questions. Comment est-ce qu'on apprend? Bon, je vais dire, si quelqu'un veut faire de la reconversion, ou bien si quelqu'un veut s'améliorer dans le domaine, etc., etc., et que la personne regarde cette vidéo, que la personne prenne une petite feuille. Ah, c'est parti. Je prends. et que la personne fasse 2 traits. OK. En haut du premier trait, ses compétences, déjà, qu'elle considère qu'elle a. Et en bas du second trait, qu'est-ce qu'elle espère avoir avec le métier de community manager. OK? Quand la personne fait ça, la personne visualise, se demande, OK, bon, donc je suis prêt
a fait quel sacrifice? Ouais. Tout part de là. Parce que, je donne un exemple. On a toujours été devant des professeurs, comme tu l'as dit. Oui. Mais il y a des gens qui font des cours en ligne ici, plein, à distance. Il faut faire le sacrifice de supporter, de poser des questions ailleurs si on ne trouve pas les réponses dans la vidéo. Oui. Donc, il faut faire le sacrifice d'endurer et d'être discipliné. Oui. Tu sors des gros mots. Sacrifice, endurance, discipline. Pour moi, c'est important parce que, regarde, je vais parler de, voilà, tu es là, tu n'as pas de boulot. Ou tu es en train de faire un boulot dans lequel tu n'es pas épanoui. Et tu penses que dans le community management, tu seras épanoui. Tu sais que tu veux démissionner dans 6 mois et que chaque jour, quand tu viens au boulot, entre 15h et 17h, tu ne fais rien. Donc, tu as 2 heures chaque jour. Tu ne fais rien. Mais tu veux te faire te clair. Donc, généralement, quand tu ne fais rien, tu te lèves, tu vas parler avec les gens. La discipline, c'est que tu ne te lèves plus pour aller parler. Tu ne vas pas sur TikTok. Tu restes devant ton PC et tu fais le cours. Chaque jour, 2 heures. Est-ce que c'est possible? Ouais. Donc, discipline. Il faut accepter subir. Parce que tu sais, il faut visualiser dans ce contexte-là ce que tu gagnes à la fin. En fait, chaque jour, c'est ce que tu gagnes à la fin qui te permet de rester devant. Et quand il y a des questions, tu sais que entre 16h30 et 17h, tu vas demander. Moi, j'ai fait beaucoup ça. Il y a des gens qui m'ont dit, pour faire ceci, il faut faire comme, mais je n'étais pas sûr. Je suis allé demander à Google. J'ai vu des sites, j'ai relu, j'ai fait des A/B testing, j'ai fait l'un et j'ai fait l'autre pour voir ce qui marchait. Ouais. Et quand je vois ce qui marche, je prends ça comme acquis, je mets ça dans ma tête. L'autre, je l'oublie. Dans un autre contexte, je refais d'autres A/B testing pour voir qu'est-ce qui marche maintenant. Est-ce que ce que j'ai gardé marche toujours? Ah, prêche. C'est pas fini. C'est pas absolu. Ça peut changer. Tout peut changer. D'une entreprise à une autre, d'une année à une autre, d'un pays à un autre. Cela va de soi. Oui. Il y a 1 an, tu faisais pas comme ça. Maintenant, tu fais. Quelque chose a changé. Pour moi, il faut être... J'ai envie de dire, il faut être comme un militaire. Ça revient. Je vois que le rêve de militaire vient de loin. Toujours sur tes gardes. Sur un champ de bataille, tu es toujours sur tes gardes. C'est de là que ça vient, l'envie. Non. Tu sais pas qu'est-ce qui peut venir de là, qu'est-ce qui peut venir de l'autre côté, etc. Donc, tu es toujours sur tes gardes. Absolument. Chaque fois, tu es là, tu es sur le qui-vive. OK? Tu prends l'information, la nouvelle information. OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? OK. Le lendemain, est-ce qu'il y a des nouveautés? OK. Comment est-ce que... ça revient à la curiosité dont tu parlais. Simplement. Parce que c'est ça qui te permet de ne rien louper. Ça peut arriver. Tu peux louper une fois. On est tous des humains. Ça peut arriver. J'hésite pas à poser des questions. Pour moi, c'est la chose... Le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais ce qu'on devrait faire le plus, c'est de demander. Ça coûte rien. Quelqu'un a dit que la meilleure façon de se faire des amis, c'est de demander un service. Ça m'a toujours challengé. Mais son raisonnement, c'est quoi? C'est dit, les gens aiment aider. Quoi qu'on dise là, les gens aiment quand tu leur montres ta vulnérabilité. Quand tu vas vers quelqu'un, tu lui demandes de l'aide. Il y a des gens qui ne t'aideront pas, ça c'est clair. Il y a des exceptions, règles. Mais dans la majorité des cas, quand tu vas vers quelqu'un, tu lui dis, je suis si. Mais est-ce que tu peux? Ou bien comment tu fais ça? Tu vas être redevable vis-à-vis de la personne. Et la personne qui t'a aidé se dira te reconnaîtra l'estime que tu lui as apportée. Parce que c'est une forme de confiance d'aller vers quelqu'un, de lui confier sa vulnérabilité. Tu vois? Et c'est vrai que les gens peuvent trahir cette confiance-là. Les gens, tu vois, tu vas te l'insulter ou bien... Mais en soi, est-ce que tu as obtenu ce que tu voulais? Moi, c'est le plus important. Tu vois? Il y a un truc, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas demander à tout le monde, qu'il y a des gens qui vont te trahir. Mais moi, j'ai pour habitude de voir le bon côté. En toute chose.
Simplement. Et donc, sur cette base-là, j'ai envie de demander quelque chose à quelqu'un. Ah, bon, ça va. S'il te plaît, ça là. Tu vois, moi, j'hésite absolument pas. J'ai un problème sur une page Facebook aujourd'hui. Je sais que si je ne contacte pas Mourad, je contacte Triomphe Yann, qui est en Côte d'Ivoire. Je vais lui écrire. Ah, Yann, ça va? Ah, j'ai un souci là, sur la page qui a été bloquée ou qui a été... Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut, ou bien est-ce que toi-même tu peux? S'il me trouve, ok. S'il ne me trouve pas, il me redirige vers quelqu'un, bah voilà. Mais je veux aussi insister, à part les autres points sur lesquels on a parlé, je veux insister sur... Il y a aussi une façon de demander. Tu vois, dans la façon de demander, bon, je ne veux pas parler des trucs de politesse et qu'on sort, ça, c'est chacun qui, voilà, avec son éducation, sa façon de vivre. Et surtout sa relation avec la personne qui demande et tout ça. Mais surtout pour les personnes que tu ne connais pas ou qui sont occupées, qui sont d'un certain niveau. Bref, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui veut amorcer une carrière, par exemple, voudra venir vers toi, dire, ah, tu as dit de demander. Ils vont venir dans ton inbox pour venir te poser tout. Alors, si vous avez pour volonté de venir dans mon inbox et de me demander, s'il vous plaît, n'écrivez pas bonjour. Pour que je vous réponde bonjour, vous me demandez comment ça va, je vais vous répondre comment ça va, et ça va bien et vous, et je vous demande c'est qui, c'est long. C'est long. Ça n'a même pas rapport à moi. Ça a rapport à tout le monde. À qui est-ce que vous voulez demander quelque chose? Bonjour, je m'appelle Gilda Satachi, je suis actuellement en charge de tel. Je vous écris suite à tel que j'ai vu, blabla. J'aimerais savoir ceci, cela. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Comment est-ce que tu peux m'aider? Comment est-ce que tu peux m'accompagner? Blabla. Tout ce que tu veux. Là, la personne voit, la personne sait qui tu es, d'où tu viens, ce que tu veux. Les 3 informations-là. Claire. Simplement. Et dès que la personne voit ça, ça lui donne une idée dans l'urgence de la réponse, dans la réponse en elle-même et dans le suivi de la réponse. Wow. Franchement, pour moi, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Je vais juste ajouter un point non négligeable, c'est l'effort que vous-même vous avez fait avant. Ouais. Non, mais malheureusement, l'effort, techniquement, tu ne peux pas le mesurer au prime abord. Je pense un peu. Comment? Imagine, dans ta question, tu veux dire, OK, comment est-ce qu'on fait un calendrier éditorial? Je pense que quelqu'un vient te poser une question comme ça. OK, donc, présenter, je suis ceci, voilà, et tout. Dit, j'ai pour défi aujourd'hui de comprendre un peu, voilà, comment est-ce qu'on fait un calendrier éditorial. J'ai fait des recherches pour comprendre quoi un calendrier éditorial, tu vois, mais je n'arrive pas à voir la distinction, tu vois. Ouais. Non, en fait, pour moi, si quelqu'un me demande comment faire un calendrier éditorial, je ne réponds pas. Voilà. Quelqu'un qui me pose une telle question, moi, je lui réponds pas. En tout cas, pas immédiatement. Quand je vais lui répondre, je vais lui demander à Google. Parce que je pars du principe que cette question, la première réponse, c'est Google. C'est Google. Simplement. Maintenant, tu as fait la recherche, tu as trouvé, il te manque des éléments, il te manque un certain suivi de KPI par rapport à ton calendrier éditorial. Par exemple, tu as fait ton tableau, mais tu veux voir comment est-ce que tu suis ce tableau, son effectivité et ses performances. Moi, je peux te dire, OK, mais il faut simplement ajouter 2-3 colonnes à droite, il faut faire ceci, cela, simplement. Mais il faut forcément que la personne, par rapport à des questions aussi simples, excusez-moi le thème, peut-être pour vous, c'est pas simple, mais pour moi, c'est calendrier éditorial, c'est simple. Les bases d'une stratégie digitale, c'est simple. Tu dois pouvoir savoir par où commencer, comment l'audit, blablabla, etc. Tu dois savoir tout ça. C'est pas une question qu'on viendrait poser à une personne, quoi. Donc moi, je pense effectivement, je suis totalement aligné. Il faut un effort préalable. Parce que c'est l'effort qui me fait apprécier. Si toi, tu dois faire un effort aussi ou pas? Voilà, exactement. Si je vois pas, c'est du donnant-donnant. Si tu donnes pas de toi, moi je vais... C'est comme si tu me demandais d'aller, toi, te rédiger tout un mémo sur c'est quoi un calendrier éditorial. Ça va pas le faire. Le point sur lequel je voudrais revenir, oui, je vais sur Google. Je tape comment faire du community management ou bien comment apprendre le community management. Tu t'imagines le nombre de millions de réponses que Google va m'apporter. Mais la question principale, c'est on ne sait pas toujours pas où est-ce qu'on commence.
Tu vois, il y a aussi par où est-ce que je commence, l'ordre dans lequel je dois apprendre les choses, quelles sont les choses les plus importantes que je dois apprendre. Mais Google, par exemple, va te balancer un certain nombre de choses. Comment tu fais ce tri? Bah, moi, il y a quelque chose que je considère comme simple. Oui. C'est que les premiers résultats de Google sont les meilleurs. Il n'y a pas de... Je ne vais pas sur la seconde page. Pas de charge supplémentaire. Non, je ne vais pas sur la seconde page. La première page, s'il y a 10 résultats, dans le cas d'espèce, je vais visiter les 10 pages pour voir quel est le contenu de chaque formation. Et en fond, je pars du principe qu'on a un bon sens. Et que si je viens sur une formation et qu'on me parle d'autre chose que le community management, je dois pouvoir être en mesure de discerner. Parce que tu vas sur le site et puis le cours commence. Non, tu vas sur le site et tu vois le programme. Tu vois les bases, tout ce qu'il y a à faire. Et donc, ça te donne une idée. Pour moi, la première chose, il faut faire un benchmarking. Donc, tu prends les sites. Libre à toi. Moi, je ne vais pas vous dire, il faut mettre les sites sur Excel, blabla. Moi, je n'ai pas fait ça. Je suis allé sur les sites, j'ai regardé, j'ai vu les avis, blabla. Tu vois. Donc, quand je regarde ça, à toi maintenant, là, tout de suite, si je dois parler de community management, je vais vous parler de Coursera, Udemy, Open Classroom. Ouais. Ça, c'est les 3 qui me viennent à l'esprit. Et pour moi, j'ai Udemy ou Coursera sur mon téléphone. Ces 3-là vont forcément venir. Mais à part ça, tu peux trouver d'autres choses. Tu peux trouver des articles. Ok, donc tu regardes chaque site, tu lis les informations sur chaque site, et là, tu décides. Parce que quand tu regardes et que tu regardes le programme de chaque site, ça doit pouvoir mieux t'orienter. Maintenant, libre à toi de faire 2 choses. D'envoyer tout ça à quelqu'un qui est dans le domaine. Bonjour, je veux faire machin. Comme on vient de le dire. J'ai regardé, j'ai visité ces sites-là, dont voici les liens, mais j'ai un doute sur celui qui va le mieux m'orienter. À moi de te dire, si tu parles bien anglais, si tu me dis oui, va sur Udemy. Parce que ça a 2 choses. Tu maîtrises le community management, tu perfectionnes ton anglais. Ok, tu ne parles pas anglais. Ok, Coursera et puis Open Classroom. Qu'est-ce que tu veux faire dans la communication digitale? Ah, je veux faire du growth hacking. Ok, on le laisse... apprends le community management, mais ce n'est pas vraiment ça que tu vas faire. Quand tu finis ça, on va te mettre auprès de HubSpot, parce qu'eux, ils font du growth hacking. Ok, donc tu vas pouvoir comment comprendre comment est-ce qu'il faut créer tunnel d'acquisition, blablabla. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, il y a déjà il faut savoir où est-ce que tu veux aller. Ça, en fait, quand tu dis ça, moi, je suis totalement aligné avec toi. Mais j'ai l'impression que, rétrospectivement, quand on analyse nos propres parcours, on se rend compte que ça devient plus évident rétrospectivement. Mais pour quelqu'un qui va commencer, ce n'est pas toujours évident. Et c'est justement, pour moi, l'objectif du podcast, pourquoi tu vas voir ces retours. Mais moi, je voudrais vraiment pousser la chose un peu plus loin. Moi, mon objectif, c'est de mettre les gens devant leurs responsabilités. Ok, tu dis que tu es au chômage. On fait le podcast, on te dit, voilà un métier qui peut te sortir du chômage, qui peut te permettre ta reconversion. Voilà des profils inspirants qui ont fait la même chose. La dernière étape pour moi, c'est de sortir un guide. Si tu veux apprendre le community management, voici un guide sur le community management. C'est juste un PDF, ça peut être une dizaine, une quinzaine de pages. Voilà, c'est quoi le métier, voilà ce qu'il faut apprendre, voilà les liens sur lesquels il faut aller pour les apprendre, les meilleurs en tout cas qu'on a utilisés. Voilà comment est-ce que quelques conseils sur si tu veux trouver ton premier stage, ton premier job, voilà quelques tips et tout. Tu as un livre blanc sur le community management, sur le design, sur le graphisme, sur le motion design, et les gens peuvent l'avoir gratuitement. Si, moi j'estime que si après ça, quelqu'un pense qu'il n'a pas suffisamment de ressources pour se lancer, il y a un problème. Ouais, pour moi, à partir du moment où il y a une documentation claire, disponible, qui permet à un individu de pouvoir se former, il n'y a plus d'excuses. Ah ça, on va faire ça. Je sais que je peux compter sur toi. Je prends ça. Il n'y a pas de problème. On est là. On est là pour t'accompagner. On va faire ça. Une dizaine de pages, 10-15 pages maxi et tout ça, une bonne structure. Restez connectés. Je pense qu'on va sortir ça très vite. Là, je suis au chômage. Là, je suis en reconversion. Qu'est-ce que je fais en fait? Mais si on oublie le métier de community manager et tout ça, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui est au chômage quand tu connais toutes les difficultés qu'il y a autour? On a parlé du coût qu'il faut, que je ne parle pas forcément de l'argent, mais le coût de l'investissement. Quel conseil? C'est quoi le modus operandi pour sortir du chômage?
selon toi? Le premier conseil que moi je donnerais, avant de donner le conseil, on va poser une question. Est-ce que ta situation actuelle, est-ce que tu t'y plais? Grosse question. Est-ce que là où tu es là, est-ce que tu t'y plais? Pour moi, c'est la première question. Si tu t'y plais, fine. Ne fais rien. Mais si tu ne t'y plais pas, pose-toi les bonnes questions. Comment est-ce que je fais pour sortir de là? Où est-ce que je veux aller? Pas forcément, je veux pas forcément en termes de formation, oui, mais en termes de vie personnelle. Qu'est-ce que tu veux avoir? Un véhicule? Tu veux pouvoir louer un appart qui te plaît, dont le loyer mensuel est de 100 000. Le véhicule, tu vas acheter une Camry, deuxième main, whatever, de 2,5 millions. Ok, tu veux vivre ce genre de vie. Oui. Quand tu te poses ce genre de questions, qu'est-ce que tu fais pour atteindre cela? Ouais. Peu importe la reconversion que tu choisis, peu importe le domaine que tu choisis, c'est la discipline que tu appliques qui fait qu'à la fin, tu sors avec quelque chose qui te permet de gagner, de générer de l'argent. Je ne veux pas que tu ailles travailler pour quelqu'un, forcément on s'en fout. Le plus important, c'est que le soir quand tu rentres comme ça, que tu puisses dire « Ah, chérie, tiens, ah, mon enfant, tiens, ou maman, je te fais un moment. » Et ça se caractérise par la discipline que tu appliques pour faire une reconversion ou une formation ou tout ce qu'il y a à faire. Donc, tu dois te poser déjà des questions de savoir, tu sais déjà d'où tu viens, ou tu sais au moins où tu es. Tu es à la maison, tu es au chômage. Mais ça ne devrait pas être, pour moi, une faiblesse. Ça doit être un poids. Tu dois t'appuyer sur ça pour te réveiller, pour te lever, pour faire des choses, pour aller faire des formations en ligne. Aujourd'hui, Internet a fait que se former est devenu presque banal. Banal, quoi. Presque banal. Banal. Tu peux faire tout ce que tu veux. On a accès au même contenu, aux mêmes formations que celui qui est à Washington, qui est à New York. Simplement. N'importe quoi. Depuis ton téléphone, depuis ta tablette ou depuis ton ordinateur. Même si c'est un ordinateur de bureau, tu as accès à l'information. Tu peux te faire former dans ce que tu veux. Mais discipline. Ça, c'est le premier mot. Endurance. Tu dois accepter souffrir. Tu dois être résolu à l'idée que si tu fais ce sur quoi toi-même tu t'es entendu, tu vas pouvoir vivre la vie que tu t'imagines. J'ai envie d'applaudir en fait, mais je vais mettre un brutal clap quoi. Non mais franchement. Pour moi c'est ça, simplement. Parce que j'ai pas envie de dire si tu veux être community manager, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Parce que jette ça. Qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Tu as dit un truc, et ça, les gens vont l'entendre plusieurs fois dans le podcast. Moi, tu vois, il y a des choses que tu apprends, on va dire, tu mets un nom dessus, mais à la base, tu les fais peut-être, tu les vis, tu ne les connais pas, mais rétrospectivement, tu fais ce truc-là. Et c'est quelque chose qui a toujours été un moteur pour moi. Moi, quand j'ai arrêté l'école, en gros, franchement, j'étais un frère récalcitrant, ça, il faut l'avouer, tu vois. Mais quand j'ai arrêté l'école, j'étais pas un cancre, par contre, tu vois. J'étais pas un cancre brillant à l'école, ça, voilà, je le dis. Mais quand j'ai arrêté l'école, j'ai entendu plein de choses. Ah, le gars là, il a raté sa vie, en fait. Plein de choses, que ce soit des camarades, des enseignants, directeurs, tout ce que tu veux, même des parents, tu vois, des parents. Je n'en veux à personne. Rétrospectivement, quand tu analyses les choses, le succès, tu vois, bon, le succès plus ou moins, parce que j'estime que je n'ai pas raté ma vie, tu vois. Ouais. Rétrospectivement, c'est plus facile d'analyser le succès. Mais je ne dis pas que ce que je faisais dans le temps, j'étais conscient de ce que je faisais. Ouais. Ça, il faut l'avouer. Mais à un moment où j'ai pris conscience ou que je voulais, je me suis dit, ah, tout ce que j'ai pu entendre, quand je dis, je comprends les gens, quand tu arrêtes l'école comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu as raté ta vie, c'est le chemin qui est. Donc je comprends que les gens disent ça. Mais cette phrase-là, ça a été, on va dire, un moteur pour moi. Tu ne voulais pas leur donner raison? Non, c'est pas possible que je leur donne raison.
C'est pas possible. J'ai lu après que Sun Tzu a théorisé ça. Dans l'art de la guerre, il y a une partie où il dit ce qu'il appelle la force du désespoir. Dans sa stratégie de guerre, quand il va pour combattre ou bien quand il va conquérir un village, il arrive, ils encerclent tout le village et il laisse une petite issue à chaque fois. Et il remporte la guerre. Donc ils encerclent avec l'armée et consorts et tout, donc il tue les gens, il laisse une petite issue. Il fait ça toutes les fois. Et on lui a demandé après, mais où est-ce que tu laisses ce petit échappatoire? Il dit, lorsque tu vas, tu encercles tout le village, tu ne laisses pas d'échappatoire, tu offres aux gens ce qu'on appelle la force du désespoir. Ouais. Quand ils n'ont pas d'échappatoire, dos au mur, les gens vont te combattre. Ils vont te combattre avec la dernière vigueur possible. Donc je leur laisse un échappatoire, un plan B, pour qu'ils ne se concentrent pas sur le plan A. Donc quand il arrive, il y a des gens qui voient l'échappatoire, ils partent. Et le peu qui reste là, il les massacre bien, il les prend. Ouais. Et c'est vraiment ce que tu dis dans... Est-ce que là où tu es actuellement là, ça te plaît? Ouais. Et ça devrait être une force de se dire, là où je suis là, me réveiller le matin, ne pas savoir ce que je vais manger dans la journée, avoir la charge des parents qui ont investi sur moi. Je suis peut-être l'aîné de ma famille, les parents ont investi, ils ont envoyé, j'ai eu mes diplômes, je suis revenu. Mais tous les soirs, je vais aussi à la cuisine comme mes petits frères, prendre à manger. Je ne critique personne, c'est des faits en fait. Ouais, c'est la réalité qui est là. C'est la réalité. Ouais. Quand je vois mes amis avec qui j'ai fréquenté, qui sont fait truc là et tout, et qu'eux sortent le matin, même si c'est 5 000 francs ils gagnent par mois, moi je n'ai pas la possibilité de trouver 1 000 francs. Est-ce que ce n'est pas une force incommensurable pour se dire... Il faut que... Et peu importe ce que j'embrasse... Et j'aime bien quand tu dis que ce n'est pas lié au métier, ce n'est pas lié à faire community manager, faire ceci. Non. Mais peu importe ce que j'embrasse, je devais me dire qu'il n'y a pas ce qui va m'arrêter en fait. Si je ne suis pas gêné suffisamment par ça, donc alors je ne peux être gêné. Rien ne peut me donner la force d'être endurant, d'être discipliné. Rien ne peut me donner cette force-là. Ouais. Je pense que dans tous ceux qui veulent wake up, dans tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves. Je vais le dire comme ça. Réaliser ce qu'ils ont visualisé. Il y a ce moment où c'est un peu comme l'image du gars qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un gars, il est comme ça, il est en train de se faire taper sur la PlayStation et quand il encaisse 2 buts, il se concentre. Parce que là, il s'est réveillé. Tu as pris des coups. Voilà, donc là, tu te réveilles pour pouvoir bien jouer. C'est la même chose. Tu dois faire l'analyse introspective, te lever par rapport à ça et agir pour changer la donne. Moi, j'ai l'habitude de le dire que je me considère comme un chanceux. Mais je ne suis pas resté tranquille et la chance est venue. Tu t'es préparé, tu as eu les opportunités et tu les as saisies. Ça, quand ça vient comme ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Viens d'abord, viens. Après, on va discuter de comment est-ce qu'on te gère. Mais viens d'abord, il n'y a rien à faire. Et je pense que tout le monde, c'est de cette préparation-là qu'on parle. Parce que rien ne prouve, dans l'absolu, rien ne prouve que si tu fais une formation, tu auras un métier. Oui, encore que rien ne prouve encore plus. Et je vais vraiment insister dessus. Qu'aujourd'hui, on te parle de community manager, de communication et consorts. Le mindset à avoir, ce n'est pas un mindset de dire « je dois être ça ». Ce n'est pas en fait ce que... Je vais faire ce disclaimer-là sur le contenu. Ce n'est pas de dire « tout le monde doit faire ça ». Non. Mais tu peux avoir le mindset pour pratiquement tout ce que tu veux faire, et aussi avoir un mindset de se dire « ça marche actuellement, non ?» Parce que ça peut ne plus marcher dans 2 ans. Donc, tu diras dans 2 ans, tu vas retourner à comme tu étais. Non, il faut avoir un mindset de se dire, qu'est-ce qui marche à ce moment? Exactement. Pour moi, parce que si on prend rien que moi mon exemple, vous allez devenir footballeur. Après, relations internationales, militaire. Mais tu ne lâches pas militaire. Militaire, tu vois. Et j'ai fait les ressources humaines. Je suis entré dans la communication digitale. Je suis devenu directeur marketing et communication.
Donc, c'est beaucoup plus 360. Je t'ai même pas demandé comment tu deviens directeur marketing et communication. Comment tu deviens directeur marketing et communication. Et demain, je peux devenir directeur des opérations. Ouais. Tu vois, moi, ma seule limite, c'est mon cerveau, c'est mon imagination. En fait, tant que j'arrive à me projeter, que je vois que c'est possible, pourquoi est-ce que je ne devrais pas essayer? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas me donner les moyens de le faire? Et maintenant, parce qu'il y a une chose est d'être formé et l'autre chose est de se mettre sur le marché de l'emploi et de se mettre en valeur pour qu'on puisse dire, OK, toi, tu en vaux la peine. Tu ne peux pas faire ça tout de suite et espérer que MTN t'appelle. MTN s'attend à ce que tu aies un minimum d'expérience. Ce minimum d'expérience, tu le chopes où? Dans les petits trucs, après dans les trucs un peu plus valeureux, et après, là, maintenant, tu peux commencer par... C'est step by step. Il faut forcément franchir des étapes. Pour moi, c'est... Paris ne s'est pas fait en un jour. Messi n'a pas eu la Coupe du Monde en une fois. Cristiano n'a pas eu le Ballon d'Or en une fois, blablabla. Pour moi, c'est des étapes que tu franchis. C'est du travail continuel que tu fais, un professionnalisme que tu as et qui fait que, lui là, non, il est bon. Oui. Non. Tu ne peux pas dire ça de lui. Oui. Tu vois, il est bon. Je sais que on va dire tout ce qu'on veut, mais quand tu lui donnes la stratégie, il descend ça. Non, quand tu lui remets le visuel, il tue ça, il n'y a rien à faire. Quand tu lui remets, peu importe les rushs que tu lui remets, il te fait un montage vidéo de qualité. C'est ce que tu as fait avec les petits gens, les petites entreprises, qui fait que demain, quand tu es devant quelqu'un de grand, c'est ça. Ton passé ressort. Comme il y a une phrase qui dit qui vole un bœuf, qui vole un œuf volera un bœuf. Donc, ce que tu as fait quand c'était petit là. C'est ça que tu vas grandir après. Oui. Pour moi, c'est... Si tu ne sais pas gérer 10 000, tu ne peux pas savoir gérer 1 million. Cela va de soi. Tu vas dans une entreprise, tu vas à MTN, tu discutes, on te demande si tu as déjà géré un budget, tu dis non. On te demande si tu as déjà fait une publicité, tu dis non. Mais derrière, on demande à quelqu'un si tu as dit oui. Parce que même le fait qu'on te remette 100 000 pour faire de la publicité, c'est un budget. J'ai déjà géré un budget. C'est différent. J'ai déjà géré un budget. Et là, toi, tu ne parles même pas du montant. Mais quand tu veux parler de ce budget-là, tu dis j'ai géré un budget. J'ai fait un saving de 15% chaque année. Voilà. Quand tu dis ça devant une grande... Ah oui, ça fait du saving. Parce que les gens, il n'y a que ça qu'ils cherchent. Optimisation. Voilà. 15%. OK, mais comment est-ce que tu as fait pour atteindre les résultats alors, donc, dans ce cas, tu parles de comment est-ce que tu as fait le ciblage qui a permis de toucher les bonnes personnes. Et dès que tu touches les bonnes personnes, tu ne dépenses plus dans les mauvaises personnes ou bien dans les personnes qui ne sont pas qualies, donc au business. Et quand tu dis ça devant comme le gars, OK. Lui, on le prend. Celui-là, il s'est fait des têtes. Et on peut te poser une question spécifique. On vous remet MTN. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est libre à toi de dire, je fais ceci. On va dire, oh non. Ou bien de dire, trop de gens ne gardent pas la sauce. Non. Dans ce cas, si on te dit, si on te remet MTN tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas gérer ça tout de suite. Il faut faire une analyse. Là, tu as un process. Le process, c'est ça, merci. Et dès que tu dis ça, on dit, OK, bon. Le process. Le salaire que vous voulez, blabla. Le process. Et là, Sosten entre en jeu. Il y a d'autres questions que j'ai envie de te poser, mais franchement, ce qu'on a trouvé là. En fait, j'avais préparé te poser des questions sur le système éducatif, ce que tu en penses et tout. Je sais que tu dois avoir des avis dessus. Si tu veux, tu vas répondre. Mais foncièrement, je commence par me dire que de plus en plus, on ne devrait plus regarder là où on a trébuché, ou bien, tu vois, quand je dis là où... C'est vrai qu'il faut savoir pour ne plus trébucher là la prochaine fois, mais on ne devrait plus garder ça à cœur. Et se dire, ah oui, c'est peut-être le système éducatif, c'est peut-être une mauvaise orientation, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. On ne peut plus passer d'énergie à chercher la cause, mais à trouver une solution, quoi. Si je dois parler, je vais dire que il y a un réel besoin de faire une mise à jour. Oui, c'est clair. Il y a un besoin d'apporter... d'adapter le système éducatif face aux réalités du marché de l'emploi. Aujourd'hui, on cherche des data analystes, on cherche des chefs de projet, on cherche des développeurs avec une certaine spécificité. Mais quand tu regardes dans les universités actuelles, il n'y en a pas 10 000 qui fournissent une formation pure dans le développement web.
Il faut une stratégie globale, soutenue par le gouvernement. Donc, pour montrer aux plus jeunes, aux étudiants, aux élèves, aux écoliers surtout, le bon sens donc, de se réorienter vers de nouveaux métiers qui correspondent aux besoins actuels et futurs du pays. Je pense même qu'il faut aussi changer la façon dont on apprend aux gens. C'est peut-être trop... C'est pas radical, c'est même pas radical. J'ai dit que c'est radical, mais c'est plus profond. Le problème est plus profond. Parce que on va continuer de régler le problème superficiellement en se disant il faut une stratégie pour former des gens sur les prochaines années, sur tel secteur. Il faut une stratégie pour ci. Moi, je trouve que c'est toujours superficiel. C'est ce qu'on a fait dans les années antérieures. Et on a fait ça, et c'est encore pourquoi j'ai mis un disclaimer sur le but du podcast. L'idée, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire ou bien exactement ce qu'il faut faire à ce moment, mais de donner aux gens un mindset en griffe entrepreneurial qui se dit, j'ai peut-être appris ceci, d'accord, mais je ne reste pas sur ça. C'est-à-dire, comme à l'école, quand je parle de questionner le système éducatif ou la façon dont on enseigne, à l'école, tu ne dois pas poser de questions trop curieuses. Tu vois? Donc, sinon, tu risques de mettre mal à l'aise l'enseignant, tu risques d'être celui qui est le faillot de la classe, c'est lui qui pose trop de questions. Quand tu connais la réponse, un peu comme l'humilité dont on dit, tu ne dois pas tout le temps lever la main parce que ça ferait que tu n'es pas humble. Bref, il y a trop de choses. Et tu vois, tu ne dois pas avoir de l'ambition, même avec l'éducation à la maison. Il y a plein de ces paramètres-là que si on ne change pas dans le logiciel d'éducation des gens, tu finis, peu importe, rien ne dit, ce n'est pas un jeu fini, rien ne dit que ce pourquoi on va te former là, il y a des conjonctures, il y a des choses qui arrivent et qui font changer des stratégies, il y a la guerre en Ukraine qui chamboule les cartes. Donc, c'est la façon dont tu as appris à te démener dans le chaos qui fait que quand tu entends de chaos, tu sors la tête. J'épouse totalement l'idée, il y a juste un seul mot que je vais changer. Oui. Tu vois, tu as parlé d'entrepreneuriat. Oui. Moi, je ne veux pas utiliser le terme entrepreneuriat. J'ai mis ça en griffe. Oui, mais moi, je ne veux pas l'utiliser pour la simple et unique raison. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais quand les gens entendent entrepreneuriat, ils commencent pas à dire non. Moi, je ne veux pas l'utiliser. C'est entreprendre dans le sens de faire. Je comprends. Moi, il y a un terme que j'utilise souvent quand on me demande de me présenter dans d'autres cadres non professionnels. Je dis, je suis Gilles Satachi, je suis un débrouillard. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, merci. Il faut nous apprendre à nous débrouiller. Tu me mènes n'importe où. Tu t'adaptes. Franchement, Tu t'adaptes. Oui. Ça, c'est comme ça, ok. Oui. On change. Oui. Là, si la musique change de pas de danse. Simplement. Pour moi, c'est... Je me considère, mais vraiment comme un débrouillard. Parce que si tu me dis, soit tu me dis de te faire un montage vidéo, moi, je te dis oui. Il n'y a rien à faire. Je te dis oui, j'ai une équipe qui veut faire un montage vidéo. Tiens, et je vais sortir. Oui. Et aller trouver l'équipe. Oui. Même si je n'ai pas, mais je vais aller trouver l'équipe. Ah mon gars, viens, on va faire montage vidéo. Tu n'aimes pas le mot, mais je vais encore utiliser le mot pour toi. Quelqu'un a dit qu'un entrepreneur... non, je vais le dire. J'aime le mot. Quelqu'un a dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un à qui tu viens le voir, tu dis, j'ai besoin de 100 sacs de riz. On vient de voir maintenant. Moi, si quelqu'un vient me voir et dit qu'il a besoin de 100 sacs de riz... je vais le trouver. Mais c'est ça, il dit un entrepreneur, c'est... Si quelqu'un vient te voir, il dit 1000 sacs. Il veut 1000, je lui donne un en plus. Il dit... si quelqu'un vient te voir et dit j'ai besoin de 1000 sacs de riz, et que tu dis oui, il dit j'ai besoin de ça pour semaine prochaine, mardi prochain, tu lui dis oui. Il te remet une avance ou bien peu importe comment vous faites votre deal. S'il vient mardi prochain et qu'il voit ces 1000 sacs de riz, tu es un entrepreneur. Mais s'il vient et il ne voit pas ces 1000 sacs de riz, tu es un arnaqueur. Ça, tu vois, c'est la distinction. Ouais. Donc, ce n'est pas... C'est le fait de se dire, il y a une opportunité, il y a une possibilité, il y a ceci. Tant que c'est légal, je prends. Il y a, même sur ça, il y a beaucoup d'amis qui m'en veulent parce que souvent je prends les trucs, tu vois. Et après, chercher ceux qui vont faire, ça peut paraître compliqué au début. Et on me dit, Gidas, mais pourquoi diable? Il dit, t'inquiète, on va faire. Au final, le résultat sort, on dit, ok, Dieu merci. Mais la prochaine fois, on ne fait pas.
Et donc, ça devrait alerter les gens. Que des gens comme toi soient sollicités, soient surbookés et soient même en train d'aller chercher des choses sur lesquelles ils n'ont pas de compétences directes. Et moi, je suis là, je suis au chômage et je ne me dis pas que il y a une opportunité, il y a tellement de choses à faire. Il y a partout où il y a de la vie, même quand il n'y a pas de la vie quelque part, il y a de l'opportunité. Si le terrain est vide, il faut construire dessus. Ou bien il faut dire, il faut creuser pour trouver l'eau, il faut créer un puits. Je pense que c'est ce mindset-là. La capacité d'adaptation, la mentalité. Je pense que c'est, malheureusement, il faudra vraiment une vraie mise à jour du système éducatif. Il faut un professeur. Même à la maison. Il faut un professeur. Il faut un professeur qui va enseigner à l'élève que dans les autres cours là. Il doit pouvoir penser autrement. S'adapter. Je sais pas si tu vois un peu ce que je vois. C'est-à-dire comme un coach de performance, quoi. Voilà. Qui leur dit, écoutez, vous avez rencontré telle difficulté, blablabla. Mais pourquoi est-ce que vous... On a sorti du cadre, à questionner, comment on pose des questions. Je pense qu'il faut ça. Ça, il le faut. Ça va permettre aux gens, en fait, de penser différemment, de ne plus se limiter. Il y a des questions que je n'ai même plus envie de te poser. J'allais te demander si quelqu'un doit retenir une seule chose de cette vidéo, qu'est-ce qu'elle retiendrait. Mais je pense que tout est à retenir. Tout est à retenir. Je vais juste dire un mot qui va ramener encore à la vidéo. La recherche, demandez. Parce que quand vous faites la recherche, vous allez tomber sur la vidéo. Vous allez tout suivre. Demandez. Pour moi, c'est tout ce que tu veux. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Je te remercie pour... J'aime utiliser ce mot-là parce que j'estime que quand quelqu'un vient s'asseoir ici et qui, pendant 2 heures, là on vient de faire près de 3 heures à discuter, les gens vont peut-être voir un rendu d'1 heure, 1h30, bref, mais ça dénote d'une générosité en fait. Pour ça, moi je voudrais vraiment te dire merci. J'ai pris un énorme plaisir à discuter, à échanger avec toi. Je l'ai dit un peu plus tôt, à être challengé sur certaines choses parce qu'on ne pense pas forcément la même chose, à être conforté sur d'autres. Et voilà, et donc vraiment merci pour ta disponibilité. Le plaisir est pour moi. J'espère que tu vas me trouver un plug pour le service militaire. je vais voir. Moi, je le dis, s'il y a moyen d'aller faire 1 mois ou 2 mois. Plus service militaire. Bon, pas les tirer. Parce que là, le ventre, je ne peux pas trop courir. Mais s'il y a moyen d'aller le faire. En fait, j'adore ton mindset parce que je me dis qu'en termes de discipline, dont on a besoin quotidiennement dans notre travail, ça peut être quelque chose de discipline, de mental. Ce qui peut te renforcer, ça peut être un bel investissement. Moi, dès que je trouve, tu vas le faire. C'est que si ma femme attend ça, je sais que si... je ne suis pas complice. Tu as pris ta décision avant de venir. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et que je le fasse maintenant ou dans 5 ans, il n'y a rien à faire. Profiter et aider ma nation. Super, vraiment merci. Le plaisir que moi j'ai pris à discuter avec toi, j'espère que les gens prendront le même plaisir là, à regarder la vidéo. Et j'espère que ce sera... un élément de déclic à ton niveau et que définitivement tu pourras wake up. Allez, salam champ.